Bonjour fidèles téléspectateurs de SAT TV, j'espère que vous êtes assis confortablement pour regarder votre émission à mon tour de parler. Comme vous le savez, nous nous retrouvons de temps à autre pour dialoguer sur des sujets intéressants. Dans un instant, nous parlerons sur la thématique de la migration irrégulière. Vous êtes d'accord avec moi qu'une centaine de milliers de personnes tentent de traverser la Méditerranée chaque année et la Guinée est reconnue comme étant le premier pays en 2018, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Malheureusement, les risques sont considérables. En cette même année et selon la même source, plus de 2200 personnes sont décédées lors de cette aventure. Qu'à cela ne tienne, plusieurs personnes essayent quand même de tenter leur chance. Pour parler des risques et les difficultés de ces traversées, nous avons avec nous M. Diallo Elhaj Mohamed. Il fait partie de ces jeunes qui sont partis, mais qui ont quand même décidé de se retourner. Il est parti en 2015 et est revenu en 2017. Le pourquoi, c'est dans votre émission À mon tour de parler et c'est sur SAT TV. Bonjour M. Diallo. Ok, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Dieu merci. Je vous rappelle qu'il s'appelle Elhaj Mohamed Diallo. Il est le président de l'Organisation guinéenne de la lutte contre la migration irrégulière en Guinée, ici, une ONG qui lutte contre la migration. Monsieur Diallo, j'ai eu à lire quelques articles qui parlent des rapatriés guinéens, mais qui les qualifient de candidats malheureux. Êtes-vous un candidat malheureux? Bon, moi je peux dire, moi je ne suis pas un candidat malheureux, et tant d'autres aussi. Mais plus souvent, parce qu'en Guinée, on a une tendance de ségréguer les jeunes qui sont revenus. Donc plus souvent, c'est pourquoi on les qualifie comme des candidats malheureux. Ce ne sont pas des candidats malheureux. Les malheureux sont décédés à la mer, ou bien c'est ceux qui sont traversés, qui sont bloqués en Europe. Mais ceux qui sont revenus, qui sont dans leur pays et ils parviennent à subvenir à leurs besoins. Moi, je peux dire que c'est des candidats heureux, ce ne sont pas des candidats malheureux. Monsieur Diallo n'est pas un candidat malheureux. Je vous rappelle qu'il est diplômé en économie. Monsieur Diallo, avec tout ce qu'on a ici et avec votre diplôme, pourquoi vous avez décidé d'aller vous chercher ailleurs quand même? Là, je peux dire d'abord, au début, c'est parce qu'on n'avait pas une information de ce qui se passe réellement dans ce pays. Parce qu'on pensait vraiment, le problème c'est en Guinée. Donc on s'est dit, ok, tu étudies en Guinée, si tu n'as pas une personne qui peut te soutenir, voilà, tu ne pourras pas s'en sortir. Donc c'est ce qui nous a poussé vraiment. Moi je peux dire c'est ce qui m'a poussé. L'essentiel c'était pas juste aller travailler. Je voulais aller poursuivre mes études un peu. Donc c'était ça l'objectif. Parce que je me disais ok, en Guinée tu étudies, tu as ton diplôme, tu n'as rien. Donc on n'a pas de métier, on n'a rien. Si tu n'as pas un métier, juste un diplôme théorique. Donc moi je minimisais beaucoup ce diplôme. Je disais ok, il faut aller tenter d'abord à faire la formation. C'est après que je tentais le campus France, je n'ai pas eu le visa, je tentais le campus Belgique aussi, je n'ai pas eu. Donc c'est en ce moment, en 2014 d'abord, j'étais boursier en République islamique d'Iran, mais malheureusement, les personnes qui devaient vraiment cautionner notre départ ont catégoriquement refusé, ils ont envoyé ses enfants. Donc c'est ce qui nous a, moi personnellement, c'est ce qui m'a poussé beaucoup. Mais vous savez, d'abord, les causes peuvent être différentes d'un candidat à un autre. Moi, je peux être, par exemple, la cause, c'était juste pour la formation, mais une autre peut être une cause sur la pour aller chercher du travail. D'autres, c'est une pression sociale et d'autres aussi, c'est une pression politique aussi. Ça peut faire de différencier d'un candidat à un autre. Donc, mais moi, c'est ce qui m'a poussé vraiment de quitter. Alors tout dépend de la personne et vous avez eu peur des réalités de la Guinée. Selon vous, on n'a rien ici. Monsieur Diallo, dites-nous, est-ce que les parents étaient au courant de votre voyage? Moi, oui. Ma maman était au courant et mon papa, mon oncle, voilà. Mon parent, c'est ça. Ils étaient tous au courant. Comment étaient les préparatifs? Au fait, lorsque j'ai décidé de partir, moi j'avais une somme de 2 millions. Lorsque je dis à ma maman, ok, je tentais Campus France, j'ai tenté tout, et pourtant j'ai envie d'aller étudier. Donc, est-ce que c'était possible pour vous, vous augmenter un peu sur le montant? Donc, la maman m'a donné 3 millions. J'ai rajouté sur les 2 millions que j'avais. J'ai continué parce que l'objectif au début d'abord, c'est d'aller jusqu'en Algérie, travailler un peu pour chercher maintenant le reste. Parce que je ne voulais pas fatiguer les parents. Donc, je bousais avec les 5 millions.
C'est avec ça que je me suis démerdé jusqu'à Arlit. Là, on avait un ami qui travaillait en Algérie. Lorsque l'argent qu'on avait est fini, on l'a appelé. C'est lui qui nous a transféré 57 000 dinars, équivalent de 300 euros. Donc, on a continué avec. Une fois qu'on est arrivé comment on dit, en Algérie, dans la ville qu'on appelle Gardaya. À Gardaya, on a travaillé, on lui a remboursé. Je travaille un peu, mais tu sais, disons, la majeure partie des jeunes Guinéens, surtout ceux qui ont fait l'école, n'ont pas de métier. Maintenant, si tu n'as pas un métier, tu viens dans ce pays-là, c'est forcément tu fais de manœuvrage. Donc, si tu n'as pas habitué à ce travail, voilà, c'est un peu seulement tu vas travailler. Monsieur Gallo, quels sont les risques rencontrés au cours de ce voyage? Les risques sont très énormes. Je prends, si par exemple sur le désert, non seulement il y a un problème de l'eau d'abord, il y a des trafiquants aussi, des rebelles, il y a entre Arlit et Algérie, il y avait même les terroristes qui circulaient sur la route. Donc il y avait tous ces problèmes aussi. Il y a des serpents et beaucoup de choses. Aussi, vous imaginez quand vous arrivez dans ce pays-là, surtout en Algérie par exemple, à Ingizam, là, c'est là où vous commencez des fois à rencontrer non seulement des arnaqueurs, ou bien d'ailleurs au Mali ici, parce qu'il y avait un réseau guinéen qui s'est constitué à la gare routière du Mali, qui avait l'air représentant même ici à la gare routière de Bamako, ici à Conakry. Donc, beaucoup, voilà, c'est des phénomènes vraiment qui sont complexes à expliquer. Mais à chaque fois, quand vous venez, il y a des barrières, on vous identifie, surtout les Guinéens, parce que pour eux, d'abord, les Guinéens ont les moyens. Nous, on n'a pas l'intérêt de sortir. C'est là où je commençais à rendre compte que vraiment le pays, c'est parce que nous ne sommes pas informés des réalités qui se trouvent sur notre pays et nous ne connaissons pas l'importance de notre pays. Parce que si on venait dans les barrières, on nous classait en catégories. On mettait les Guinéens à part, les Sénégalais, les Ivoiriens et autres. Si par exemple un Sénégalais paye 5 000 francs CFA, un Guinéen doit payer 15 000 parce que les Guinéens ont des moyens. C'est ce qu'ils disent. À part de ça aussi, quand vous prenez les risques, vous voyez ça, c'est des blessures. Ça, c'est au Maroc qu'on m'a blessé ça. Lorsque je suis arrivé, c'est des closards qui m'ont attaqué parce que je suis noir. Pour eux, partout où vous partez, vous avez de l'argent dans vos poches. Donc c'est pourquoi ils nous attaquaient aussi. Et aussi, ils disent, ok, vous venez dans nos pays, voilà, vous venez avec des maladies et autres. Donc, vous voyez tout ça. On va parler de vos souvenirs de là-bas. On va d'abord commencer par les mauvais, comme ça, à la fin, on va sourire avec les bons souvenirs. Parlez-nous un peu de ce qui vous a marqué là-bas comme mauvais. Là, moi, je me rappelle pour la première fois, c'est lorsqu'un Algérien m'a demandé, camarade Mohamed, est-ce que tu es musulman? Je dis, mais pourquoi il me demande la question? Il me dit, parce que pour lui, les Noirs ne sont pas des musulmans. Je dis, mais pourquoi? Et pourtant, il m'a vu prier. Je dis, mais on a travaillé ici pendant 2 semaines. Toi qui te considères comme musulman, je ne t'ai jamais vu prier. Et pourtant, toi, tu me vois prier. Ça m'a beaucoup touché. C'est là, je lui ai dit, est-ce que tu as lu un peu le Coran? Il me dit oui. Je dis, est-ce que tu te rappelles un peu du surat comme Masad? Abu Lahab, c'était un noir? Il me dit non. Je dis, et Firaun, c'était un noir? Il me dit non. Je l'ai cité tant de personnes qu'on a citées. Je dis, tout ceci là, ce n'était pas des noirs. C'est moi, normalement, qui devais te demander si tu es musulman. Ça m'a beaucoup marqué. La deuxième des choses aussi, c'est lorsque, une fois, je suis rentré dans une mosquée, il y a un gars qui a attrapé ses nez, parce que je suis noir. Peut-être je suis rentré avec une mauvaise odeur, c'est ce qu'il pensait. Là aussi, ça m'a touché parce que je ne suis même pas pu prier. Je suis revenu directement à la maison. La troisième des choses, c'est à Layoun, au Sahara occidental. Il y a un jeune qui m'a trouvé dans une mosquée. Il me demande, camarade, tu es musulman? Je dis non. Il me demande, tu es chrétien? Je dis non. Il me demande, tu es juif? Je dis non. Il me dit quoi? Je lui ai dit, je suis un païen. Il me dit, qu'est-ce que tu es venu faire dans la mosquée? Je lui ai dit, je suis venu danser. Là, parce que je ne pouvais pas, ça m'a touché vraiment. Parce qu'il m'a parlé en arabe, je lui ai répondu, je suis venu pour danser. On vient dans la mosquée pour faire quoi? Pour prier ou bien pour danser? Il s'est tué, il est sorti. Là, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. On va parler des bons souvenirs maintenant. Je pense, peut-être, ce qui m'a beaucoup... Vous n'avez pas de bons souvenirs? Non, c'est
c'est lorsque j'ai appris un peu de métier. C'est le métier que j'ai appris, c'est ce qui m'a beaucoup... Voilà. Vous avez appris quoi? J'ai appris les carrelages et maçonnerie. Ça, je l'ai appris au Maghreb. Surtout comment construire avec des pierres et autres là. C'est ça seulement, sinon il n'y a rien. Je vous rappelle qu'il est M. Diallo Elhadji Mohamed, le président de l'Organisation guinéenne de la lutte contre la migration. M. Diallo, nous allons prendre une courte pause et on revient dans un instant. Je préfère partir quitte à finir sans papier. J'en peux plus de voir la famille finir affamée. Ne pars pas, tu veux t'en aller, trouve un visa. La mère elle t'assassine, la mort t'attendra. Je préfère partir quitte à finir sans papier. J'en peux plus de voir la famille finir affamée. Ne pars pas, tu veux t'en aller, trouve un visa. Le désert t'assassine, la mort t'attendra. Et voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission À mon tour de parler. Pour parler de la migration irrégulière, nous avons comme invité M. Diallo Elhadji Mohamed, président de l'Organisation guinéenne de la lutte contre la migration. Monsieur Diallo, vous êtes parti, vous avez reçu des connaissances. Pourquoi vous avez quand même décidé de revenir en Guinée? Moi, ce qui m'a poussé vraiment de revenir, c'est lorsque je suis tenté au Maroc, ça n'a pas marché. Je suis revenu, je suis parti en Libye. On a été emprisonné une fois, deux prisons. Mes parents étaient obligés de payer. Parce que pour la première fois qu'on m'a pris, les parents ont payé 400 €. Je suis sorti. Une semaine après, ils nous ont pris encore. Tu sais, quand tu rentres en Libye, c'est pas facile. Rentrer, c'est difficile, mais c'est le retour qui est plus difficile encore. Donc, pour la deuxième fois, ils nous ont pris encore. Ils nous ont mis dans une prison. Là où on était beaucoup, mais je voyais comment les jeunes souffraient tellement. Je me dis, ok, d'abord, est-ce qu'il faut laisser ces jeunes-là, et pourtant tu comprends leur langue, ou bien il faut faire des revendications. Je menais des revendications en prison, parce qu'on était tellement chérés en prison. Il y avait 11 nationalités, plus de 1500 prisonniers dans une même prison, comme 2 chambres et salons comme ça. 1500 personnes. Ces jeunes souffraient tellement. Là, comment on leur donnait du manger aussi. On leur donne un morceau de pain pendant 24 heures. Je me dis, ok, il faut affronter le chef de la prison. On a commencé à discuter. On a échangé, j'ai fait des revendications jusqu'à ce qu'ils ont commencé maintenant à leur donner de manger. Mais qu'est-ce que le chef trouve? Vraiment, il voit que je suis devenu un problématique pour lui. Il m'expulse en prison, il m'envoie dans une autre cellule. Dans la prison où nous étions, il y avait les HCR, l'OIM qui venaient de temps en temps visiter les prisonniers. Mais ils m'ont envoyé dans une cellule secrète où il n'y avait que des closards qui étaient. Donc là aussi, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ok, là, pourquoi tu faisais des revendications? Parce que tu étais avec d'autres personnes, mais là tu es seul. Soit il y a deux choses, on te tue ici ou bien tu appelles tes parents, ils payent. Voilà, j'ai préféré appeler mes parents, je l'ai appelé, ils ont payé encore 500 €. Donc, ils m'ont libéré. Heureusement, je parlais avec ma maman. Ma maman me dit non, moi, maintenant, je veux que tu te retournes. Parce que imagine, ma maman, nous sommes au nombre de 7 seuls garçons. Donc, à chaque fois, les 2 ans que j'ai fait, vraiment, tout le temps, voilà, elle était là à pleurer. Donc, je me dis, ok, je l'ai promis maintenant, après ça, je vais me retourner. En quelque sorte, M. Diallo était l'espoir de la famille. Avec ce titre du seul garçon, vous devez vous sentir obligé de venir en Guinée. Maintenant, comment vous vous êtes senti une fois là? Vous avez eu peur du jugement des parents ou bien des proches de la société? Moi, je peux dire vraiment, ma famille m'a bien accueilli, surtout ma maman, mes petites sœurs, voilà, mon papa. Là, vraiment, ils étaient contents de me revoir. Mais le problème, c'était l'entourage, les jeunes des quartiers et tout le monde. Parce que jusqu'à présent, même hier d'abord, il y avait des jeunes qui me disaient, ok, c'est vous les migrants. D'autres me disent des Marocains, les Libyens. Mais c'est juste parce que nous, on a toujours l'idée des critiques et de ségrégation. C'est ça le problème. Alors, monsieur, comment était votre insertion sociale et surtout professionnelle? Moi, j'ai été réintégré. Je suis là dans un projet
d'une pâtisserie, un mini-restaurant en fait. On est réintégré au nombre de 7. Mais lorsque nous sommes venus, ils ont organisé ce qu'on appelle un système casse-work, insertion à demi-cours, à un cycle court. On organise un système de 45 jours où vous travaillez, on vous paye 70 000 francs par jour. Donc c'était un système de tirage des caniveaux en fait. Monsieur Gallo, vous êtes le président de l'Organisation guinéenne de la lutte contre la migration irrégulière. Pourquoi la création de cette ONG? On a créé cette association en prison. Donc, mais lorsque je suis revenu, heureusement j'ai rencontré un jeune qui était avec moi aussi, Alassane Ba. Donc on a commencé à mener ces démarches. Heureusement, il y a un projet qui est venu auprès de l'OIM. On a été recruté pour ce projet Migrant as Messengers. On dit migrants messagers. Donc vous passez dans les médias, vous passez dans les lieux publics pour faire des campagnes de sensibilisation, pour sensibiliser les jeunes en fait. Les jeunes qui étaient formés, en fait, on a décidé maintenant de mettre l'association en place. On a vu les problèmes qui se trouvent au Maghreb. On ne peut pas revenir et rester là sans informer ces jeunes. C'est ce qui nous a poussé réellement de créer l'association. Il faut que ces jeunes soient informés vraiment des réalités qui se trouvent sur le terrain. Parce que nous, on a été dupés par nos frères qui nous disent « Ok, vous venez, quand vous venez en Guinée, ça ne va pas, vous venez vous travailler. » Et ça continue jusqu'à présent. Donc non seulement ceux qui sont au Maghreb ne disent pas la vérité, et même ceux qui sont en Europe aussi ne disent pas la vérité à la jeunesse guinéenne. Mais nous, on s'est dit, ok, nous sommes mieux placés, même les journalistes, parce que nous, on n'a pas de matériel pour informer les jeunes. Mais en causerie, même en causerie éducative, en focus group, si les médias aussi nous invitent, on peut les informer parce qu'on peut faire utiliser non seulement nos messages, et nos histoires et nos photos et les vidéos. Donc c'est ce qui nous a poussé réellement de créer l'association. L'objectif, l'idée, c'était de sensibiliser les jeunes afin qu'ils puissent rester au pays, même s'ils vont partir, mais ils soient informés réellement des causes, les dangers qui se trouvent sur le désert et le Maghreb. Sensibiliser les uns et les autres sur les dangers et les risques de la migration, tel est l'objectif général de l'Organisation guinéenne de la lutte contre la migration. Il était avec nous M. Elhadj Mohamed Diallo, le président de cette organisation. Merci à M. Gallo d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous pouvez le constater, c'est la fin de cette émission à mon tour de parler. Nous nous retrouverons dans un autre numéro sur SAT TV. Bonne suite de programme.